2 ans de guerre depuis le 7 octobre 2023. 2 ans d'une guerre imposée à Israël, à son armée, à ses civils. Une guerre qu'Israël aurait intérêt, disent les Français et Américains, à terminer. Mais une guerre ne se termine pas, elle se gagne. Où l'arrêt des combats doit signifier de manière tranchée un changement d'équilibre des forces. Sinon, le même scénario se répétera inlassablement. Peut-être pas demain, mais après-demain. En 2006, 2009, 2014, 2019, 2021, dois-je continuer ? Israël a signé un arrêt des combats. Elle n'a pas imposé l'arrêt des combats. Et pour cela, il faut garder la main, tant au niveau militaire que stratégique. Oui, Israël a affaibli le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les groupes terroristes en Judée et Samarie au cours de ces 2 années de guerre. Mais la doctrine sécuritaire israélienne doit être capable de faire mentir l'adage. On sait comment on commence la guerre, on doit savoir comment la terminer, mais selon ses propres intérêts. 2 ans de guerre, qu'Océane Nicole nous résume en images. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en opération militaire, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'ennemi paiera un prix sans précédent. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. L'attaque iranienne a été déjouée. Malheureusement, une fillette de 10 ans a été grièvement blessée par des éclats d'obus. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Hormis elle, à notre connaissance, il n'y a pas de victimes. Nasrallah a tué sans discrimination des civils israéliens. Il voulait que cette guerre se termine par la destruction de l'État d'Israël. Nous avons veillé à ce que cela n'arrive pas. Nous l'avons tué et nous continuerons à les combattre.
Notre objectif était de détruire les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme. Ce soir, je peux annoncer au monde que ces frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement anéanties. Nous opérons en profondeur dans la zone, combinant troupes au sol, frappes de précision et renseignements de haute qualité. Notre objectif est d'intensifier les frappes contre le Hamas jusqu'à sa défaite décisive. Ils sont déterminés, volontaires, prêts à tout pour y arriver. Les élèves d'une des académies prémilitaires les plus cotées d'Israël rêvent de servir dans les meilleures unités de forces de sécurité israéliennes, plus motivés que jamais, surtout 2 ans après le 7 octobre. Reportage, Shani Guidalia. Ils sont 48 jeunes Israéliens à entamer leur journée, à l'aube, dans les montagnes de Judée. Course, descente, traversée d'une rivière, puis remontée. Souffle court, mais volonté intacte. Bienvenue à l'Académie prémilitaire Ein Prat, une école de vie avant l'armée. Ici, 2 ans après le 7 octobre, impossible d'échapper à l'ombre laissée par cette journée. L'attaque a marqué une rupture. Elle a forgé chez ces jeunes une motivation nouvelle. Après le 7 octobre, tout doit être différent. La réalité israélienne ne peut pas redevenir la même. Il y a dans la dynamique de la vie quelque chose qui nous pousse sans cesse à rechercher une forme de normalité. Parce que nous aspirons tous à cela. Mais en vérité, nous vivons dans une réalité qui n'a rien de normal, avec un ennemi acharné qui veut notre mort. La guerre m'a donné encore plus de détermination. Cela prouve qu'après ce qui s'est passé, après tout ce que nous avons traversé, il faut justement venir, se renforcer, continuer malgré tout, malgré les difficultés. Pendant la guerre, j'ai compris que nous devons être des hommes forts. J'ai compris toute l'importance de cet engagement, la signification qu'il y a à devenir commandant, à guider les autres. Et je pense que la formation ici me poussera dans cette direction. Je voudrais parler de Yam Fried. Il servait dans le bataillon d'élite de Golani. Il est tombé en mai dernier. Il avait 21 ans. Yam étudiait dans la même école que moi. Il avait toujours le sourire. Il le diffusait autour de lui. C'était vraiment une personne exceptionnelle. Le 7 octobre n'a pas seulement provoqué un choc, il a fait naître une détermination. Servir, s'engager pour que cela ne se reproduise plus. Quand on regarde ce qui s'est passé, on voit bien que le danger peut venir de toutes parts, des choses que nous n'aurions jamais pu imaginer. Depuis la guerre, l'envie de m'engager a pris une toute autre dimension. Dans mon esprit, cela a désormais une importance bien plus grande. Chaque élève traduit cette motivation à sa manière. Intégrer une unité combattante ou viser un rôle de commandement. Pour beaucoup, le 7 octobre a transformé le service militaire obligatoire en mission existentielle. Je veux servir dans une unité combattante, peu importe laquelle. Je voudrais ensuite être commandant ou officier. C'est aussi pour cela que je suis ici. Je veux diriger des hommes. Je veux m'engager dans Sayeret Matkal, les commandos de l'armée de terre. J'ai une sélection pour l'unité dans 2 mois, mais je ne ferme la porte à aucune autre unité. Je regarde surtout le service dans sa globalité et les raisons pour lesquelles je veux servir. Je veux devenir observatrice. Pourquoi ? C'est une unité dans laquelle je voulais déjà servir avant la guerre. C'est un rôle très important, essentiel, mais qui suscitait peu de demandes. Après le 7 octobre, mon désir s'est encore plus renforcé. C'est précisément ce poste que je veux occuper. Une mission tout aussi symbolique. En effet, le 7 octobre, 15 observatrices de Tsahal ont été assassinées dans la base de Nahal Oz. Pour d'autres, l'engagement est avant tout une histoire personnelle et familiale. Roni vient d'achever la formation prémilitaire à Ein Prat. Son frère a
a été grièvement blessé à Gaza. Je commence mon service dans 2 mois, en tant qu'instructrice dans l'unité des blindés. Mon frère a été blessé à Gaza il y a un peu plus d'1 an. Il était tankiste. Ma mère aussi est réserviste dans l'unité des blindés. Après le 7 octobre, j'ai su avec certitude que c'était ce que je voulais faire, que c'était désormais ma priorité. Mais ici, l'objectif dépasse la seule préparation militaire. La formation à Ain-Prat est une école de valeurs où l'on apprend la responsabilité, la résilience et l'esprit de groupe. Et l'exercice effectué à l'Aube le prouve. Reliés par une corde qu'ils ne doivent jamais lâcher, y compris pour lasser leurs chaussures, ils doivent avancer ensemble. Certains les yeux bandés. Il semble que la valeur fondamentale, ici, c'est la responsabilité. La responsabilité commence toujours par soi. C'est aussi cela le leadership. Quel homme peut prétendre diriger les autres s'il ne sait pas d'abord se diriger lui-même, s'il n'assume pas sa propre responsabilité? Et cela commence par les choses les plus simples. Se lever, prendre sur soi et se lever le matin. C'est une notion qui fait cruellement défaut aujourd'hui, dans la société israélienne peut-être, mais aussi dans le monde entier. Nous cherchons sans cesse à désigner les autres, à rejeter la responsabilité sur eux. Je comprends que ce qu'ils font ici fera d'eux de meilleurs soldats, de meilleurs commandants, de meilleurs officiers. L'un des messages les plus importants que j'ai appris ici, c'est de vivre une vie qui n'est pas seulement tournée vers soi, mais vers le collectif. Une vie où je regarde autour de moi et où je veux donner pour les autres. Pour incarner ces valeurs, donc, rien de tel que l'effort. Les entraînements physiques se transforment en leçons de vie. Apprendre à ne pas renoncer face à ce qui semble impossible. Chaque obstacle franchi devient alors une victoire personnelle et collective. Les entraînements leur permettent de se confronter à des défis physiques et mentaux qui les amènent à dépasser leurs limites. Cela renforce leur confiance en eux. Au final, ils comprennent qu'ils sont capables de réaliser des choses qui leur semblaient impossibles jusque-là. Et cette confiance, ils la gardent avec eux même après l'armée. J'ai vu des élèves qui étaient persuadés qu'ils n'avaient aucune chance de réussir à faire tel ou tel exercice, qu'ils n'arriveraient pas à escalader un rocher, grimper à la corde ou traverser une rivière. Et puis, à la fin de l'entraînement, ils viennent me voir et me disent « Waouh, j'ai réussi, je n'y croyais pas ». Et ce sentiment, ils le gardent avec eux jour après jour. L'académie prémilitaire façonne des jeunes qui demain porteront uniforme et responsabilité, mais aussi des adultes plus solides pour la vie après le service militaire. Au bout du compte, c'est une génération entière qui se prépare ici. Une génération forgée par les épreuves, déterminée à se lever quand l'histoire l'exige. Pour Bensi, le seul mot qui résume cette période est le suivant. Hineni. En français, je suis là. Une réponse simple mais puissante, celle d'une jeunesse qui, 2 ans après le 7 octobre, choisit de se tenir prête. Et notre premier invité, Steve Bellasselian, colonel de réserve, conseiller sécurité et gestion de crise. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même incorporé au sein des réservistes le 7 octobre au matin. Si je vous avais dit, il y a 2 ans, où vous seriez dans 2 ans, vous m'auriez dit quoi? À 8h30 du matin, puisque c'est exactement à ce moment-là, le 7 octobre, que vous avez mis votre uniforme. Eh bien, sûrement que je pensais que je serais dans ma vie quotidienne, du jour au jour. Personne n'aurait pensé qu'on aurait d'abord été attaqué aussi lâchement et commettre un massacre comme ils ont commis dans les régions du Sud. Et sûrement qu'on aurait été dans notre jour au jour, dans notre vie, tout simplement. Vous ne pensiez pas, malgré votre grade, malgré votre expérience, qu'Israël connaîtrait 2 ans de guerre et que la guerre n'est pas terminée? Personne, à mon avis, ne pouvait imaginer une guerre aussi longue qui durera et qu'on aura perdu autant d'hommes. N'oubliez pas que toutes les guerres qu'on a eues jusqu'à présent, qui nous ont été imposées, vous les avez citées très bien au début, ont été imposées, ont duré un bref temps. Un bref de temps, vraiment quelques jours, des fois, voire quelques semaines, mais pas au-delà. Cette guerre est un tournant dans la stratégie militaire, et on voit ça tout simplement parce ça dure. C'est une guerre que le public israélien ne peut pas reprendre le cours de sa vie après ce qui s'est passé. Steve Bellasselian, lorsque vous dites que c'est un tournant,
est-ce qu'Israël a réalisé plus qu'elle ne l'avait jamais fait? Il y a eu des coups d'éclat, 91 Irak, ou 2007 le réacteur nucléaire, ou d'autres en Syrie, d'autres opérations. Mais là, vous dites, ça a changé. À mon avis, ça a changé du fait que même les plus grands partisans de la paix se sont réveillés, ont vu ce qui s'est passé le 7 octobre, on a vu qu'on était naïfs. On s'est endormi sur notre garde pendant presque 30 ans. Après les accords de Oslo, il faut bien comprendre qu'Israël, petit à petit, a baissé de sa protection, dirais-je. On a commencé à avoir une armée un peu plus raffinée, un peu plus fin. On a toujours dit, c'est pas eux, ce sont pas tout le monde la même chose. Il faut laisser un peu le temps de faire les choses. Mais allez frapper le Qatar, allez frapper les Iraniens, allez frapper les rebelles Houthis, allez frapper. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on vous a appris ou qui s'est réveillé depuis le 7 octobre? Ça s'est réveillé le 7 octobre. On a vu que le Hamas et toutes les autres organisations telles que les Houthis, tous les proxys iraniens sont sortis de leur armoire, sont sortis tout simplement et sont permis des choses qu'il ne fallait pas se permettre par rapport à Israël. Il faut bien comprendre, ce qui s'est passé le 7 octobre est un massacre. Est un massacre qu'à mon avis, la population israélienne prendra plusieurs années, voire même des dizaines d'années pour oublier ce qui s'est passé. Contrairement à d'autres guerres. Et ça justifie justement ce changement de fusible, de doctrine, de dire pas plus jamais ça, mais on ne peut plus se permettre. Est-ce que les officiers avec qui vous êtes en contact, je parle des gros officiers, les commandants de brigade, de division, ils comprennent cela, qu'il faut arrêter d'être politique? À mon avis, on commence à voir ce changement petit à petit. On voit que cette conception n'a pas marché jusqu'à présent. Et là, il faut changer tout simplement cette doctrine. Ça commence à immerger dans tous les sens, à mon avis. Ça commence à bien s'imprégner. Et c'est pour ça qu'on voit également une guerre aussi longue. Une guerre terroriste sur tous les fronts. On n'a pas parlé de la Judée-Samarie, c'est votre spécialité. La Judée-Samarie, effectivement, est ma spécialité en tant qu'officier, en tant que lieutenant-colonel qui sert dans la région centre. Et donc, ça nous appartient militairement, j'aurais dit. On a toujours vu un regain de tension, mais ces derniers mois, ces 2 dernières années, on voit que l'armée arrive à calmer plus ou moins le jeu, mais n'arrive pas jusqu'à la fin. Malgré tout ce qui est en train de se passer, je peux dire que actuellement, il y a quasiment tous les jours, il y a des arrestations. Que pendant ces 2 dernières années, l'armée a mis avec le Shin Bet les mains sur de l'argent terroriste, plus de 10 millions de shekels. Oui, donc ce qui est équivalent à presque 4 millions d'euros. Il y a des arrestations quasiment tous les jours. Ouais, la guerre terroriste n'est pas terminée. Puisqu'on parlait des réservistes, Steve Belassen, restez avec nous. Je me tourne vers vous, Océane Nicole. Jamais dans l'histoire d'Israël, jamais, il y avait eu autant de réservistes, pas sur une courte durée, mais sur autant de temps. Depuis 2 ans, et tout a commencé le 7 octobre, puisque dès à la mi-journée, lorsque Benyamin Netanyahou prend la parole et déclare officiellement qu'Israël est en guerre, il l'annonce tout de suite, j'ordonne une mobilisation massive des réservistes. Donc dès le soir, il y a déjà des milliers d'Israéliens qui reçoivent ce fameux Tzav Shmoné, cet appel de réserve. Il y a aussi énormément d'Israéliens, c'était les fêtes de Simchat Torah, une période où il y a énormément de vacances, beaucoup d'Israéliens étaient à l'étranger. Ils décident d'eux-mêmes, des petits jeunes, de laisser la Thaïlande, l'Inde et tous les pays dans lesquels ils voyageaient pour revenir ici en Israël et pour porter donc le drapeau. Il faut savoir que dès le mois de novembre 2023, donc 1 mois après le 7 octobre, 365 000 soldats ont été mobilisés. Ça représente 4% de la population totale en Israël. C'est la plus grande mobilisation depuis la guerre de Kippour, puisque là ça a été la plus grande, où il y a 400 000 soldats qui ont été mobilisés à l'époque en 1973. Donc au total, dès le mois de novembre,
novembre, eh bien 460 000 soldats sont actifs, en plus donc de ces réservistes, actifs évidemment la plupart autour de la bande de Gaza, mais pas que, aussi dans le nord, au Liban, en Judée samarite, justement par crainte et par précaution. Ces réservistes, ils ont eu une période de réserve d'environ 61 jours, et si on regarde les âges, ils sont plutôt jeunes, puisque en moyenne, ils ont 32 ans et demi, ces réservistes qui sont donc appelés à porter donc l'uniforme de Tsahal. Alors, il y a les réservistes appelés et il y a aussi les volontaires. Tout à fait. Il faut savoir qu'un réserviste, qu'on appelle réserviste, ce sont les soldats qui sont donc appelés sous réserve jusqu'à l'âge de 40 ans, normalement, 45 ans pour les officiers. Mais pour ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories, qui ne sont pas appelés pour diverses raisons, eh bien, en effet, il y en a beaucoup qui se sont portés volontaires. Il y a eu un tel engouement, entre guillemets, que en décembre 2024, Tsahal a créé une division spéciale, une unité, c'est la division 96, aussi appelée division de David, où ça regroupe justement des anciens soldats, des volontaires âgés entre 38 et 58 ans, et le but c'est de combler les lacunes tout en adaptant donc l'armée aux défis modernes. Ça montre là encore le signe, la volonté des Israéliens de participer à cet effort de guerre. Où en est-on 2 ans plus tard? 2 ans plus tard, eh bien, il y a toujours beaucoup de réservistes, une mobilisation qui est toujours aussi forte. Alors c'est vrai qu'il y a certains réservistes qui avaient montré un petit peu une lassitude parce qu'ils voulaient des objectifs de guerre clairs définis qui pour eux jusqu'à présent étaient un petit peu flous, mais quand même on le voit sur le terrain, il y en a encore énormément. Il y a eu plusieurs vagues de mobilisation. Il y en a eu l'année dernière au mois d'août 2024 avant la confrontation directe avec le Hezbollah. Là il y a eu une mobilisation de plus de 15 000 réservistes qui ont été de nouveau appelés, et au mois d'août dernier, donc après face à l'opération Char de Gédéon 2, là il y a cette fois 130 000 réservistes qui sont de nouveau appelés. Au début du conflit en 2023, on était à un taux de présence de ces réservistes de 100%, et aujourd'hui, on en est quand même à 85%. Merci Océane. Nicole, je me tourne vers vous, Steve. Lorsque je vous ai demandé de venir, vous étiez à l'étranger. Exactement. Et on m'a dit, je ne sais pas si je pourrais venir parce que peut-être qu'on va m'appeler. Il faut comprendre que depuis, j'ai fini mon temps de réserve après 700 jours. Je me suis permis de partir à l'étranger avec ma femme pour prendre ne serait-ce que quelques jours. 700 jours de réserve. 700 jours, prendre quelques jours de relaxement, de repos. De prendre de l'air frais, quoi, comme dirais-je. Et puis, en revenant, il y a toujours on attend le coup de téléphone d'être rappelé sur le front. Je peux vous demander votre âge? 50 ans. Ce que disait Océane, c'est-à-dire, vous êtes considéré aujourd'hui comme un volontaire? Voilà, à partir de l'âge de 45 ans, ce qu'a dit Océane, c'est tout à fait exact. À partir de l'âge de 45 ans pour les officiers, on signe chaque année si on veut continuer. Et puis, Est-ce que vous pensez, si jamais, à un moment donné, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, la guerre à Gaza s'arrête et que la situation est un petit peu plus calme, est-ce que tous ceux qui ont eu cette adrénaline-là, qui sont partis au combat, vous avez été dans Gaza plusieurs fois, je vous ai même à plusieurs reprises appelé, je suis témoin, vous étiez sur l'axe Philadelphie, m'a dit je ne peux pas répondre, je suis dans Gaza. Est-ce qu'à un moment, ces gens-là vont dire j'en ai fini avec des périodes longues de réserve, je veux revenir au 1 mois traditionnel de réserve par an, ou alors c'est terminé là aussi? À mon humble avis, c'est fini cette époque de courte durée, au moins ne serait-ce que pour les 5 à 10 prochaines années. On verra de plus en plus de gens qui voudront, qui ont compris tout simplement qui est notre ennemi. Et donc, de ce fait, il y aura des tours de réservistes beaucoup plus longs. Pour vous ou pour les jeunes générations? Ou pour les deux? Pour les deux. Aucune différence, et pour les deux, lorsqu'on porte l'uniforme, il n'y a pas de différence d'âge. À partir du moment où on est réserviste si on a 24 ans, ou on a 50 ans, ou on a au-dessus de cet âge-là. On est égaux et on se porte volontaire et par conviction et par valeur de ce qu'on a été élevé. Je me fais le porte-voix du réalisateur qui est actuellement et qui fait des allers-retours de réserve, sans citer son nom bien évidemment, pour des besoins de sensibilité, de sécurité. Vous lui dites quoi en tant que lieutenant-colonel? Vous lui dites c'est important que tu viennes, c'est important que tu sois là? D'abord, je commencerai par lui dire merci à lui et à sa famille pour tout cet effort
qui font, parce qu'il faut comprendre que ce sont des efforts colossaux pour des familles dans lesquelles le mari ou le fils ou le frère, ou même la femme, hein, parce qu'on a même des officiers féminines qui se trouvent, et les familles payent un prix fort dans ce sujet-là, le fait que le père ou la mère ne soient pas le soir à la maison pour pouvoir vivre le quotidien. D'abord, il faut leur dire un grand merci, et il faut dire ça va se reproduire. Steve Belhazen, ça sera probablement ma dernière question. On dit souvent que Tsahal a été l'armée du peuple, reste l'armée du peuple, même s'il y a certaines divisions. Il y a eu avant des divisions. Est-ce que le peuple peut insuffler un vent nouveau à son armée? L'effet inverse, justement. À mon avis, comme vous avez dit, l'armée c'est le peuple et le peuple c'est l'armée. À mon avis, ça continuera. Tout le monde aujourd'hui comprend tout à fait qu'on a besoin d'une armée forte pour pouvoir continuer à avoir le drapeau qui flotte en l'air. Où? En Israël. Dans tout Israël. Même s'il y a des petites différences, des divergences dans la société, mais l'armée est en dehors de la politique. Merci, Steve Belhazen, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne et également expert sécuritaire et gestion de crise. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale de 2 ans de guerre depuis le 7 octobre 2023. En attendant, on continue cette émission, bien évidemment, la reconstruction d'une mer et d'un peuple. C'est le sujet préparé par Léa Anthony, ou comment le nord d'Israël avait besoin également de se reconstruire, mais également de se reconstruire personnellement. Reportage. Smadar Lougassi est une mère célibataire de Kiryat Shmona. Son fils unique, Eli, était à l'armée quand la guerre a commencé. Le 7 octobre 2023, Israël bascule dans l'horreur. De Sderot au sud à Kiryat Shmona au nord, les missiles pleuvent. Entre 70 000 et 90 000 habitants du nord sont évacués, laissant derrière eux leurs maisons, leurs souvenirs, leur quotidien. Eli, lui, a été blessé, mais il a insisté pour accélérer sa rééducation et retourner se battre. Il s'est battu à Gaza dans tous les endroits possibles. Il m'a demandé de ne pas rester à Kiryat Shmona. Il me disait qu'il était très inquiet, que la situation ici allait se dégrader. Et moi, je lui répondais que j'y réfléchirais, mais il insistait. Pour lui, il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Il m'a dit « Il faut que je retourne me battre, et j'ai besoin de me battre sans m'inquiéter pour toi. » Comme beaucoup d'autres, Smadar n'aura pas le choix. Elle sera évacuée vers le kibbutz Ginosar le temps de la guerre. Eli est tué le 3 juillet 2024 par un missile anti-char lors d'une bataille dans le quartier de Sajaïa, à Gaza. Elle rentre alors chez elle seule, dans une maison vide et rendue inhabitable. C'était difficile pour moi au début de revenir à la maison. On m'a dit qu'Eli aurait voulu que je rentre et que je fasse vivre la maison. Eli avait beaucoup de présence, il apportait beaucoup de vie dans la maison. Pour tenter de répondre à la détresse de Smadar, l'organisation Livnot ou Leivanot et ses bénévoles ont pris en charge la reconstruction de sa maison. Depuis le 7 octobre 2023, Livnot a mené plus de 250 projets dans 32 communautés avec l'aide de centaines de volontaires. Ishai est le chef de programme de Livnot ou Leivanot, que l'on peut traduire par « construire et se construire ». C'est lui qui a convaincu Smadar de les laisser s'occuper de sa maison. J'ai respiré un bon coup et quelqu'un est entré avec un visage plein de lumière, avec de la bienveillance dans les yeux, avec une volonté viscérale d'aider et de faire en sorte que ça aille mieux. Il me parle. Je commence toujours en leur disant « Je suis de Livnot ou Leibanot. Je viens pour être avec vous. Je ne viens pas pour vous aider, pour sauver le monde. Je viens pour être avec vous. » Je leur demande « Que vous est-il arrivé ?» C'est la première question. Je regarde la mer dans les yeux et je demande « De quoi as-tu besoin ?» On commence par pleurer, presque toujours. Almost all the time we start like Smadar Zakim say. Il me raconte ce qu'il peut faire, mais pour moi c'est toujours difficile. Mais je respire et je lui dis que j'ai l'habitude de tout faire toute seule. Ils me disent qu'ils veulent vraiment me rendre heureuse, ils veulent vraiment m'aider, donner et que je dois accepter de recevoir. L'organisation ne fait pas que réparer les maisons des particuliers.
Elle accompagne également les communautés comme au kibbutz Malkia, à quelques kilomètres de Kiryat Shmona. Ici, au plus près de la frontière libanaise, les volontaires participent à la reconstruction d'un établissement et de maisons privées, avec un objectif particulier. Aujourd'hui, on est dans une garderie. On doit la remettre à neuf. On fait la peinture. On est là pour être sûr que tout redevienne comme avant et pour que les communautés du Nord qui ont été évacuées puissent revenir. C'est pour ça qu'on est là. Je suis très heureuse. C'est spécial. Je me sens reconnaissante d'être ici. Je recommande aux gens de venir ici. Là où les missiles sont tombés, on peut voir que les murs ont été fragilisés. Je dis aux chefs de communauté, on veut être ensemble, on doit rentrer à la maison, c'est notre pays. Aux volontaires, je dis qu'on ne vient pas avec des outils, mais avec le cœur, pour reconstruire un nouveau pays. Pour les habitants, chaque mur réparé est une promesse d'avenir. Pour les volontaires, c'est un moyen de transformer la douleur en action. En tant que juive en dehors d'Israël, on peut ressentir la haine contre nous. Et je pense que la seule chose qu'on peut faire avec cette haine, c'est de l'utiliser pour aider à construire Israël. Parce que rester à la maison et être triste, se lamenter et se dire que c'est dur d'être juif, ce n'est pas très productif. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est venir en Israël et sentir que tu fais une différence. L'organisation a aidé des milliers de résidents ces derniers mois. Comme Smadar, ils ont pu rentrer chez eux, dans une nouvelle maison, remplie de douleur. Smadar a aujourd'hui choisi de rester chez elle à Kiryat Shmona, malgré le deuil et le souvenir de son fils dans cette maison. Je ne sais pas si j'avance, mais je peux dire qu'Ilaï m'envoie beaucoup de force. Les gens me disent que je suis forte, mais je ne le suis pas. J'essaie. Quand c'est arrivé, j'aurais pu mettre fin à mes jours. Pourquoi continuer à vivre alors que mon monde s'est écroulé? Mais ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Il aurait voulu que je continue à vivre. Et je dois perpétuer sa mémoire. C'est ce qui m'aide à tenir debout. Pour Smadar, comme pour beaucoup d'autres, la reconstruction n'est pas que matérielle, elle est également spirituelle. C'est une thérapie, un moyen de se relever, de surmonter les tragédies et la peur pour les habitants comme pour les bénévoles. Parce qu'ici, reconstruire une maison, c'est aussi reconstruire une vie, un pays, un peuple. On voit ici des vies brisées. J'ai vu des choses terribles. On ressent, nous aussi, la difficulté, la peine. C'est le cas partout en Israël. La prochaine étape pour nous, reconstruire tout le pays. Comment? Avec des volontaires, beaucoup de volontaires et des travailleurs spéciaux. Quand tout le monde s'y met du cœur à l'ouvrage, on peut construire ou reconstruire quelque chose de grand, de merveilleux. Ishaï, c'est comme un ange envoyé par Ilaï, avec tant d'autres personnes qui ont reconstruit ma maison. Ils ont trié, emballé, jeté, je n'ai rien eu à faire. À chaque fois que je revenais, il y avait encore plus de lumière. Ils ont tout fait pour que ce soit au mieux et le plus simple pour moi. Il n'y a rien que j'ai demandé et qu'ils ont refusé. Bravo à eux, parce que je pense que c'est ce qui m'a convaincue à revenir. Tout était en ordre, alors je les remercie infiniment. En mon nom et en celui d'Ilaï, parce que de là où il est, il sait, il voit, et je suis sûre que lui aussi les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Comment parler de 2 ans de guerre sans parler de la police israélienne, de toutes les unités de la police israélienne? Nils Elsdon, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole internationale de la police israélienne. Lorsque je vous ai appelé et je vous ai dit « je veux parler de la police, je veux parler de votre travail », le 7 octobre, vous avez presque été surpris de ma demande. Pourquoi?
I didn't get the question right in the air, but from what I understand, my entire being here is really talking about the police reaction when it comes to. Dont je veux parler aujourd'hui, c'est la réaction à ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qu'ont fait les forces de l'ordre et on a fait, nous aussi la police, ce qu'il a fait lorsqu'il y a eu cette infiltration le 7 octobre à 6h30 du matin. La police, avant même 7h, a fermé le district sud. Alors peut-être que les gens ne comprennent pas ce que cela signifie, mais pour les gens qui étaient sur place ce jour-là, eh bien, les gens savaient que, en fait, la police a empêché les terroristes d'atteindre Tel Aviv, d'autres régions d'Israël, en fermant la région du sud. Les policiers ont combattu les terroristes à Kfar Aza, à Be'eri et au Festival Nova. Ça a duré au Festival Nova jusqu'à l'après-midi. Alors, je ne fais pas porter la responsabilité sur les autres forces de sécurité, mais en tant que policier, c'est notre ADN de combattre. Et les policiers qui vivent dans le sud, qui travaillent dans le sud, vivent dans le sud. Eh bien, ils auraient pu aller protéger leur famille. Mais tous les agents, qu'il s'agisse des agents administratifs, aux agents tactiques et jusqu'au Yamam, ils ont tous été présents, ils ont répondu présents pour protéger leur foyer. Et 2 ans plus tard, lorsqu'on dit que l'armée a renversé la situation, l'armée a sauvé l'État, est-ce que vous souffrez du fait qu'on ne parle pas souvent de la police israélienne, de toutes ces unités de la police israélienne? You know, it's not about credit. Alors, il ne s'agit pas de savoir qui mérite d'être crédité de ce qui a été fait. En fait, on parle souvent des forces de sécurité sous le parapluie de Tzahal. Mais la police a joué un rôle vital, pas seulement ce jour-là, mais aussi dans les jours qui ont suivi. Et encore aujourd'hui, nous continuons cette guerre face aux terroristes et nous avons un rôle extrêmement important. Mais lorsque l'on parle d'une unité contre le crime organisé, qui entre avec des véhicules blindés à Be'eri pour sauver des civils et pour faire fuir les terroristes. J'étais avec la mère de Dan Ganot, de mémoire bénie, Khali Ganot, et elle a pleuré en évoquant l'héroïsme de son fils qui était policier. Et Keter Tzuran, par exemple, qui est sorti, qui était un policier à moto, il n'était absolument pas d'astreinte ce jour-là, il avait sa radio, il a compris que les terroristes avaient volé un véhicule de la police et étaient sur la route, il est sorti de chez lui pour les intercepter, les éliminer, et ensuite il est allé à Kfar Aza pour former une unité ad hoc. Alors, nous savons comment coopérer les uns avec les autres, parce que nous travaillons dans toutes les régions d'Israël et on sait comment construire des unités locales pour offrir une réponse immédiate. Donc il y a eu beaucoup d'implications de la police et je pense qu'il est important d'en parler. Alors nous ne faisons pas cela pour recevoir les félicitations de quiconque, mais il y a un ADN en nous qui est cette mission de défendre les Israéliens, de défendre nos foyers. Ça m'intéresse parce que lorsque le 7 octobre est arrivé, vous étiez un jeune porte-parole de la police, vous étiez combattant avant dans la police des frontières, vous êtes passé porte-parole international de la police israélienne. En 2 ans de guerre, tous ces officiers que j'ai rencontrés, que vous avez rencontrés sur le terrain, les premiers jours de guerre, ils sont devenus quoi ? Le 7 octobre, j'ai été exposé à énormément de choses et voilà, la manière dont on voit les choses a complètement changé après le 7 octobre. D'abord aussi concernant comment le monde fonctionne, comment les médias fonctionnent. Et une de mes missions le 7 octobre et après, c'était de rendre compte des événements à la presse internationale
mondial qui était venu voir la magnitude des atrocités du Hamas. Et nous étions à Be'eri, il y avait des centaines de journalistes qui ont vu exactement ce qui s'était passé. Ils étaient dans les maisons où les gens avaient été assassinés, les maisons des gens qui avaient kidnappés. Ce jour-là, c'était Be'eri, mais après, nous avons été à Kfar Aza et au Festival Nova. Donc, les journalistes ont vu exactement ce qui s'était passé. Et ce qui m'a surpris, ce qui m'a choqué, c'est que je vois ces mêmes journalistes, ces mêmes organes de presse, quand ils parlent d'Israël et de la réaction israélienne, ils en parlent comme s'ils n'avaient jamais vu ce qui s'était passé le 7 octobre. Et moi qui ai vu les choses de mes propres yeux, on ne peut pas laisser se répéter un événement comme le 7 octobre. C'est pourquoi cette menace qui est à 1 kilomètre de nous, et nous avons encore des otages qui sont détenus là-bas dans des conditions, et malheureusement nous avons vu les images postées par la propagande du Hamas lui-même. C'est très choquant pour moi de voir l'attitude de ces médias et de ces journalistes. Et depuis, que ce soit à Jérusalem ou en Judée-Samarie, le rôle de la police israélienne, des Mista Aravim, de la police, des attentats qui sont réglés en quelques secondes à peine, il n'a pas changé celui-là. La police fait face à énormément de choses, le crime, le terrorisme, cela va de cocktails Molotov et d'explosifs, ou malheureusement ce qu'on a vu à l'hôtel Atsuba, un attentat au couteau. On a vu aussi l'attentat à l'arme à feu dans l'autobus. Il s'agit toujours de cibler des civils. Eh bien, la police fait tout ce qui est possible pour déjouer ces menaces. Nous nous focalisons non seulement sur le plan de la réponse, c'est-à-dire que quand on est sur place, il faut éliminer les terroristes, mais avant même cela, il s'agit d'empêcher les gens d'entrer illégalement sur le territoire israélien. Et nous avons vu qu'il y a des gens qui rentrent des territoires palestiniens qui peuvent récolter des renseignements, comme on l'a vu autour de la bande de Gaza. Et on a vu la semaine dernière que des officiers du Yamam sont entrés au cœur de ces zones dangereuses où résident les terroristes pour éliminer et pour démanteler des installations où il y avait des roquettes. Imaginez qu'on tire une roquette, pas de la bande de Gaza, mais de la région de Judée pour cibler la région de Jérusalem ou de Tel Aviv. Donc il y a des menaces quotidiennes auxquelles la police est confrontée. On cible aussi le financement du Hamas en Judée et Samarie, des tentatives d'espionnage de l'Iran. Souvent, on pense que les terroristes sont uniquement des gens qui viennent d'ici, qui sont des locaux. Mais en fait, il y a des menaces aussi qui viennent de l'extérieur. Merci, Dean Elsdon, porte-parole international de la police israélienne. Bien évidemment, merci au nom de tous les Israéliens, de tous les touristes qui sont aussi en Israël, de votre rôle, de tous ces hommes et femmes qui nous protègent au quotidien. Bien évidemment, peut-être que c'est moins dit, c'est moins raconté, mais le travail est là. Et merci, bien évidemment. Merci à vous. Thank you. Merci. On termine cette émission spéciale de 2 ans de guerre par une histoire assez incroyable du plus haut gradé du Shabak, des services de sécurité intérieure israéliens, qui a été tué ce jour-là, le 7 octobre. Son nom, Yossi Tahar. Un reportage d'Eric Fendler. Le pays entier a retenu son souffle lorsque 4 des otages ont été libérés lors d'une opération de bravoure sans précédent, le 8 juin dernier. Aux côtés des hommes de l'unité antiterroriste de la police israélienne se tiennent les combattants d'une unité d'action du service de renseignement intérieur.
בקצה קצהו של המורכבות הביטחונית הבוערת ביותר שנמצא לפתחו של הארגון ושל ביטחון המדינה. והסלוגן שלנו זה משפט מהנסיך הקטן, ודווקא העיקר סבו עיניים. Nous allons maintenant vous raconter qui était Tahar, dont le nom était si près du cœur de ces combattants d'élite tout au long de cette opération. Il n'existe que 2 disparus appartenant aux forces de sécurité israéliennes dont il est interdit de montrer le visage, à jamais, même après leur mort. Le premier était Emmanuel Moreno, des forces de commando Matkal. Yossi, officier au sein du Shabak, est le second. Le chanteur Idan Raviv a bien connu Yossi au sein des commandos marins Shayetet 13 en 2001. Idan était le chef de section de Yossi. שלא מפחד משום דבר, הוא היה הצוות. הוא אהב את הים מאוד. בתיכון הוא היה מאחר בבוקר לשיעור, הוא היה הולך לצלול, לדוג, בצלילה. בכיתה י"ב הפכנו לזוג, ומאז היינו יחד. יותר שנים ביחד מאשר לחוד. אם לא קל לך החישוב, 23 שנים. Yossi porte le nom de son oncle, le lieutenant-colonel Yossi Tahar, tombé au Liban en 1981. Son frère, Roy, s'est tué dans un accident de moto. Bien qu'il vienne d'une famille endeuillée, Yossi souhaitait être combattant et s'engagea dans la prestigieuse unité des commandos marins Shayetet 13. כל התקופה הזו, מבצעים, פעילויות, בוא נגיד, זו תקופה שהיה הרבה דאגות. נפגשים לא הרבה, בסופי שבוע, כולם חשבו שיש לי חבר דמיוני, אף פעם לא ראו אותו. יוסי הציע לי להתחתן, אז כזה יצא שיחה עם אבא שלי. אבא, מה אתה אומר, תתחתן איתו? אז הוא אמר לי, ברור שתתחתני איתו, אבל אין סיכוי גדול שאתם תזדקנו ביחד. בן אדם שחי על הקצה והסכנת מוות אצלו, אם זה בעבודה ובתחביבים, זה... Après 8 ans dans les commandos marins, Yossi choisit en 2009 de rejoindre les services de sécurité intérieure. וזה היה ברור מאוד מהרגעים הראשונים שהוא יוביל פה, הוא יהיה מפקד. Après sa période de formation, Yossi rejoint le Saint des Saints, la cellule opérationnelle du Shabak. מה שמגיע אלינו זה בעיות שבדרך כלל מצריכות פתרונות מורכבים יותר, דברים, העיסוק המרכזי שלנו פוגש את העיסוק של מדינת ישראל אל מול הטרור. Il monte très vite les échelons et se retrouve numéro 2 de son unité. Il a participé à des dizaines d'opérations, les plus incroyables de toutes, et de très nombreux civils lui doivent la vie. La dernière opération où l'unité a brillé par son excellence est l'élimination de la cellule terroriste de la Fosse aux Lions, à Naplouse. יוסי, בהמון יצירתיות, חוכמה, אומץ לב, תעוזה, פיקד על לא מעט מהלכים בשטח לחיסול התופעה שנקראת גובה האריות. המציא לי כינוי שגץ, ונגיד לפני צריך לצאת, אז הוא אמר לי, יאללה, שגץ, אני זז, תחזיקי לי אצבעות. אני לא יושבת ואני לא על קוצים, אבל כן, ככה פותחת קצת חדשות, שומעת לא מעט על דברים, יודעת שגם יש לו חלק בזה ומתמלא בגאווה. היו פעמים שגם שמעתי שיש פצועים או משהו כזה, אז מן הסתם מחכה קצת יותר לחץ על הטלפון של טוב, תתקשר. Avez-vous essayé d'en parler avec lui et de changer les choses? לשנות משהו? כן. בחיים לא, מה פתאום? Pourquoi? כי זה גם התפיסה שלי. אם כולנו לא נלך ולא, אז מי ילך? אז מה יהיה פה? C'est un prix énorme que vous payez. ברור. אחת הסיבות שאני מוכנה לעשות את הכתבה הזו. אני רוצה שישמעו ויעריכו את הנשים את הבנות זוג של בעצם אנשי כוחות הביטחון. אנחנו כל החיים ככה, כאילו, מגדלות, מחזיקות הבית לבד. אתה יודע, משדרת לילדים, מוכרת להם סיפור אבא גיבור. זה שהוא לא נמצא, הוא נהדר מהחיים המשפחתיים, המשותפים, כי זה גבורה. Si vos enfants veulent être combattants, vous les y autoriserez? אני עודד אותם ללכת, ברור. רוב החובל הסיט את הספינה בגלים הגועשים והספינה...
הים גס, הרוח קרקע, הגלים גסו, Liat et Yossi ont eu 4 enfants. Par la force des choses, Yossi était peu à la maison. הוא היה מקדיש לי מלא שירים, הוא היה מקליט לי את עצמו, שר מזייף עם זמר ברקע. ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה גורם לך בלב? וכמה טוב שבאת ביחד Revenons à ce 7 octobre au matin. אני מתעוררת 6:30 בבוקר, לקול של הזקה שהייתה פה. יוסי לא במיטה, הוא כבר היה ער, כבר היה פה חמ"ל אצלנו בבית. פשוט רעדתי, לא יודעת, הקולות שגם שמעתי מהטלפונים וממכשירי קשר, היה טרפת. הוא לא פירט יותר מדי, הוא אמר לי, שגץ, אנחנו במלחמה. 6:30 בבוקר, לפני שאני מספיק לדבר איתו, בחוסר סבלנות שלו, הוא כבר מעדכן אותי שהוא חבר לחוליה מהיחידה, שהם על רכב ממוגן, יוצאים דרומה. Vers 8h du matin, Yossi est sur la route 232. Sur l'une des vidéos de jeunes qui se sauvent de Nova, on aperçoit Yossi et son équipier sur le côté de la route, devenue la route de la mort. Yossi entend l'appel d'un membre du Shabak, gravement blessé, qui appelle au secours. Il fait venir un hélicoptère et une ambulance. Après que son camarade soit sauvé, il rejoint l'unité Tequila et continue de se battre contre les tueurs du Hamas. En repérant une quantité inimaginable qui arrive depuis Gaza vers le kibbutz Mefalsim, il entre en contact avec l'unité de drones et demande d'ouvrir le feu sur les terroristes le plus vite possible. דיברנו בטלפון עם איזשהו גורם של כוחות הביטחון שאמר לנו שבאזור קיבוץ מפלסים יש אויב. יש לי זיהוי, קיבלתי. יש פה אופנועים, זה מחבלים. יפה, נראה מחבלים, יש פה אנשים עם סרטים על הראש. מוכן לביצוע. להיות מוכנים לביצוע. מאוד אופייני ליוסי להיות הראשון שמבין את הסיטואציה, הראשון שמגיע. יוסי מדלג משם, ופחות מ5 דקות משם כבר טנדר ראשון של מחבלים, שהחוליה של יוסי פוגשת, חימה פנים אל פנים, וידוי נטרול על 2 מחבלים בטנדר, הוא לוקח את הקשר הטקטי מאותו מחבל שישב בטנדר, שומע את הקשר. Que comprend-il de ce qu'il entend? הוא מבין שהמחבלים בכניסה במפלסים מדווחים על כוח שהגיע, מתחילים לדווח אותו, וברגע שיש קשר עין, הופך להיות קרב. Le carrefour de Mefalsim était l'un des lieux où se sont déroulés les combats les plus violents du 7 octobre. Des heures durant, les terroristes prennent le contrôle du carrefour et tuent 51 civils israéliens. Face aux essaims de terroristes, Yossi Tar et 5 de ses hommes se battent. הם מבינים שהם הולכים להיות בנחיתות, הם מבינים שהפתרון היחיד זה לחתור למגע מול אותו ריכוז מחבלים בכניסה למפלסים. אני שומע אותו בקשר, אני לא מצליח להבין באיזה קור רוח הוא מדבר. חבר'ה, תהיו רגועים, אני חובר אליכם עוד כמה דקות, אני איתכם, אל תדאגו, אני עוד שנייה מגיע. En parallèle, 3 terroristes réussissent à entrer dans le kibbutz. Ils rentrent par le quartier des ouvriers agricoles thaïlandais, près des plantations. Yossi et ses hommes avaient repéré les terroristes et se rapprochaient. L'un des ouvriers, ancien militaire thaïlandais, voit les combattants israéliens et dit à ses amis thaïlandais de se coucher sur le sol. Yossi et ses hommes leur tiraient au-dessus de la tête et leur sauvaient la vie. בשלב מסוים דיווח של לוחם שיוסי נפגע, כדור הראשון פגע בו באזור החזה, מעל השכפ"ץ הקרמי. באותו רגע, ושאתה גם שומע שיוסי יורד מהקשר, אתה מבין שהאירוע אירוע מורכב. אתה מבין שהפציעה היא כזאת שהיא לא טובה.
בעלך, בסיתה, נפל בעת מילוי תפקידו, יש להם איזה נוסח כנראה, שהם אומרים. אז כאילו הרגשתי שאין, כל האיברים הפנימיים יוצאים ממני, אבל לא האמנתי. אמרתי לו, אתה מהיחידה שלו? אתה מכיר אותו? אז הוא אמר לי לא. אמרתי, בסדר, יופי, יש לך טעות. שהיחידה, אם יקרה משהו, היחידה יבואו. ואז הם נכנסו. ושחר שאל אותי, מה, אבא מת? ולא הצלחתי להוציא מילה לא יצאה. העובדת סוציאלית או פסיכולוגית, היא אמרה לי, הם צריכים לשמוע את זה ממך, תגידי שאבא הציל את המדינה. אמרתי לה, ואני אומרת להם את זה כל יום, והוא חוזר. מה זה שונה? פשוט אמרתי להם, אבא הלך לפגוש את דוד רועי, שזה אח שלו, ואחת הבנות, לא זוכרת מי, שאלה, אבל אבא יכול לחזור מהשמיים? הוא היה גיבור בגלל כל מה שהוא עושה, ואנחנו היינו מאוד 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 גאים בו, ואני בטוחה שכולם פה גאים בו. Le 7 octobre, 10 combattants du Shabak sont tombés au combat. Lui aussi était le plus gradé d'entre eux. Suffisamment rare pour être souligné, cette histoire particulière. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial, 2 ans de guerre, depuis le 7 octobre 2023. Océane, Nicole, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs? On espère qu'on n'aura pas à faire une émission spéciale 3 ans de guerre. Évidemment, on fera une commémoration, une émission spéciale pour le 7 octobre 2023, mais qui est plus à faire d'émissions spéciales 3 ans de guerre. Que ce soit la dernière. C'est exactement le souhait peut-être de toutes les mères, les pères et les enfants qui combattent actuellement. Merci Océane, Nicole, quand je parle de ceux qui combattent et surtout les civils, puisque cette guerre, n'oubliez pas, elle a été imposée aussi aux civils israéliens et israéliennes. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur iTunes4News.